Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo sur la partie expatriation. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le sujet et du coup j'ai voulu commencer directement dans le centre-ville de Tallinn. Alors ça risque de faire peut-être un peu plus de bruit vu comme il y a un peu plus de monde, mais ça permettra de vous donner les raisons pour lesquelles je suis venu m'expatrier en Estonie. Alors en fait je vais vraiment vous expliquer, c'est qu'en fait ce sont des raisons personnelles, ça n'engage pas Thibaut, ça n'engage pas Trucken Invader, c'est vraiment moi ma vision des choses. Et du coup je pense que le mieux c'est de commencer par un petit peu d'historique. Alors je vais commencer à marcher un peu et puis vous pourrez voir derrière moi il y a le parlement aussi, l'Estonie, qui est assez joli. Donc moi en fait pour comprendre un petit peu comment j'ai vécu, j'ai grandi dans le nord de Lyon à la campagne et à la campagne il n'y a pas grand monde, on sort assez souvent dehors, on grandit au plein air et du coup c'est quelque chose qui est très important pour moi de rester en fait sur ces fondements là parce que justement c'est les choses avec lesquelles j'ai grandi et je me sens pas à l'aise dans des grosses villes où il y a beaucoup de monde où ça grouille. Après bien sûr j'ai dû aller vivre à Lyon quand même pour aller travailler parce que c'était quand même plus simple, on a toujours un peu de mal à travailler dans des petits patelins et donc j'ai vraiment gardé cet état d'esprit là et du coup mes parents m'ont éduqué avec des valeurs qui étaient très importantes comme le respect, la confiance, la fierté de soi et le fait de faire attention aux autres. Donc c'est des choses qui sont élémentaires et importantes pour moi et c'est des choses que je ne trouvais plus par exemple en France. Parce que beaucoup pensent que par exemple si on a un market cap super important, c'est que le projet peut pas forcément augmenter en termes de prix. Souvent on va dire bah tiens ce projet là il peut pas atteindre je sais pas le prix unitaire de 1000$ parce que le market cap serait beaucoup trop important. Le market cap dans le domaine des crypto-monnaies, il faut bien comprendre que c'est une donnée qu'on utilise selon moi pas forcément de la bonne manière parce que ça n'a aucune répercussion entre guillemets sur les performances d'un projet, les performances passées et les performances futures. On l'utilise comme proxy ou comme moyen pour pouvoir identifier les performances d'un projet en se disant tiens il a un market cap de 1 milliard donc peut-être que s'il monte à 10 milliards je vais faire tel ou tel gain, mais derrière c'est impossible de savoir quel est le niveau de market cap qu'on pourrait potentiellement atteindre dans les prochaines années parce que tout bonnement déjà premièrement il y a des projets qui sont dans un état expérimental, par exemple le marché des NFT, du métavers etc. avec ce qui est en train d'arriver de la finance décentralisée avec Ethereum. Je vous pose la question aujourd'hui, ça serait quoi le market cap idéal pour Ethereum? Aucune idée, parce qu'on est en train de créer tout un nouvel écosystème qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est très compliqué de pouvoir déterminer juste avec l'issue du market cap ou la donnée du market cap les performances du projet à l'avenir. L'idée c'est vraiment pas de faire une vidéo clash entre youtubeurs, on n'est pas du tout comme ça avec Thibaut, mais là c'est vraiment pour vous présenter l'arnaque et vous expliquer un petit peu comment la personne procède. Je suis tombé sur une vidéo il y a quelques temps de Black Arthur, c'est une vidéo qui dure à peu près 7 minutes où on vous explique comment déployer un smart contract qui vous permettrait de gagner des fonds de façon totalement automatisée. Le principe de l'arnaque c'est qu'actuellement il est basé sur un flash loan. Un flash loan, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo ce que c'était, c'est le fait d'emprunter de l'argent dans une transaction, de faire certaines manipulations, par exemple un arbitrage, pour faire de la plus-value et de rendre l'argent dans la même transaction. Vous pouvez le faire avec par exemple des applications directement en ligne ou vous pouvez développer ça au sein d'un smart contract. Là, l'idée de ce qui avait été mis en avant par le youtubeur, c'est qu'on allait prêter de l'argent pendant le flash loan. Alors bien sûr, c'est tout à fait impossible de prêter de l'argent pendant un flash loan, de prêter de l'argent à une personne qui souhaite faire un flash loan parce que ces personnes-là, elles ont besoin d'emprunter des très grosses sommes et elles vont se fournir directement sur des plateformes comme AAV ou autres. Donc là, l'idée, c'est de se positionner dans la réflexion et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Souvent, dans la tête des investisseurs crypto, on a en tête que plus on a une centralisation d'un token auprès d'un groupe restreint d'individus, plus ça va être une mauvaise nouvelle pour la croissance et le développement du projet en question. Et j'aimerais apporter quelques nuances à ça. Il y a un fond de vérité parce que quand on regarde historiquement ce qui s'est passé avec la plupart des projets qui étaient centralisés ou qui se sont révélés être des arnaques, bah ça s'est terminé par un rug pull ou par tout simplement les entre guillemets fondateurs qui dumpent sur la tête des investisseurs retail, et ça on l'a vu des milliers et des milliers de fois dans l'écosystème crypto. Donc je peux comprendre d'où ça vient. Par contre, j'aimerais apporter quand même certaines nuances parce qu'on va voir que la centralisation de la supply, c'est pas forcément tout le temps, dans tous les cas, une mauvaise idée ou en tout cas une mauvaise manière de voir les choses. Et donc là ce qu'il me répond c'est qu'il me dit oui mais en fait c'est hyper simple et moi j'ai pas envie d'apprendre comment fonctionne la crypto parce que c'est quelque chose de compliqué, j'ai pas envie d'y passer du temps. Et là effectivement je me suis fait une réflexion et je me suis dit oui le secteur crypto c'est compliqué pour beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui ont du mal à vouloir aller se lancer dessus parce qu'il y a un frein technologique qui est encore présent et même pour des personnes qui savent utiliser l'informatique parce qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans le détail, de se dire bah voilà ça va fonctionner comme ça la crypto, il faut la stocker de cette manière là et donc effectivement il faut que les applications qui proposent des achats simples soient beaucoup plus marketées et mis en avant auprès du grand public et ça c'est extrêmement important. Et après, je lui demandais à peu près comment il avait acheté, quand il avait acheté, quelle quantité il avait acheté. Alors c'est une personne qui avait quand même des fonds de plusieurs dizaines de milliers d'euros à placer et qui en avait acheté un petit peu comme ça, on va dire par hasard en 2021 quand il a vu que c'était monté, ce qui me surprend pas forcément parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à ce moment-là.